Bonjour, bonjour. Merci d'être là pour ce point presse. On est toujours dans ces locaux dans lesquels on est en train d'emménager, donc on vous réserve le rez-de-chaussée. On espère être prêt à vous accueillir pleinement dans quelques semaines. Un petit point presse dans l'entre-deux tours pour évoquer d'abord et en premier lieu évidemment la mobilisation contre l'extrême droite. Esquisser un bilan de cette campagne, de cet échec. Un point financier parce qu'on a beaucoup de demandes sur le sujet et notamment sur l'appel à la générosité, à la solidarité pour les écologistes. Et puis très rapidement les législatives. Mais d'abord, les heures que nous vivons là, dans cette entre-deux tours sont extrêmement graves. On est à nouveau confronté à une extrême droite au second tour, mais cette fois-ci, elle est aux portes du pouvoir. Plus que jamais, elle peut gagner cette élection et pour nous, elle ne doit pas passer. Je parle bien d'extrême droite parce que c'est ce que Marine Le Pen est. Elle est d'extrême droite. Et même si elle a organisé sa dédiabolisation, on doit le rappeler. Elle a bénéficié évidemment d'un idiot utile. L'idiot utile du Le Penisme, c'est Zemmour. Elle pose évidemment pour la presse, on lui demande des nouvelles de ses chats, mais elle reste évidemment une candidate d'extrême droite et donc dangereuse pour la démocratie. Et donc, pour nous, l'important, c'est de rappeler finalement qu'elle est un pur produit de l'extrême droite, qu'elle a grandi dans l'hôtel particulier de Montretout, entourée de collabos, de militants de l'Algérie française, qu'elle a toujours les mêmes accointances avec le GUD, et que le Rassemblement national n'est rien d'autre que le Front national avec un nouveau nom. C'est extrêmement important parce qu'on doit finalement combattre cet effacement de ces aspérités, de l'essence profonde de ce qu'est le Front National, parti d'extrême droite. C'est le Rassemblement National, ce n'est rien d'autre que le Front National avec un nouveau nom. C'est toujours le même parti nationaliste, xénophobe, qui organise le népotisme et qui rejette systématiquement tout ce qui vient de l'étranger ou des Lumières et de l'attachement à la démocratie et à la République. C'est un parti fondé par Pierre Bousquet, qui est un ancien Waffen-SS de la division Charlemagne. C'était le premier trésorier. Elle a été fondée également par Victor Barthélemy, qui a été secrétaire général du PPF de Doriot, et par François Duprat, négationniste notoire. Et bien sûr par Jean-Marie Le Pen, le père de la candidate d'extrême droite. Donc le Rassemblement national, le RN, c'est toujours le Front national et c'est toujours l'extrême droite. Elle veut toujours supprimer le droit du sol. Elle veut toujours réduire et retirer de nombreux droits aux étrangers présents sur le sol du pays. Et elle veut toujours s'attaquer frontalement à nos institutions. C'est évidemment limiter les droits et la fonction du juge, s'attaquer aux libertés de la presse, des réunions ou de manifestations. C'est toujours la même qui participait avec des balles, avec des balles à Vienne, avec des anciens nazis en Autriche. Et c'est la même qui est allée chercher de l'argent chez Poutine et qui prend pour modèle Bolsonaro ou Orban. Et donc évidemment, il ne faut pas voter pour l'extrême droite. C'est la moindre des choses. Mais on ne peut pas non plus s'amuser à voter blanc ou à s'abstenir quand l'extrême droite peut arriver au pouvoir. Contre l'extrême droite, il ne faut pas s'abstenir. 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 Et donc pour nous, dans les 10 jours, c'est ça, évidemment, la priorité, l'absolue priorité pour les écologistes. On va mettre toutes nos forces dans la bataille pour tenter de convaincre. Je sais que vous avez beaucoup de questions forcément sur les finances ou peut-être même sur les législatives. Je répondrai à tout. Mais vraiment pour nous, d'ici dimanche, c'est la priorité absolue, mener la campagne contre Marine Le Pen. Et pour ce faire, et justement pour rétablir la vérité sur ce programme et ce parti d'extrême droite, eh bien, nous voulons donner la parole. On le développera mardi lors d'une conférence de presse. On a commencé hier lors d'un space sur Twitter. Ça a été relayé, je crois, développé par le journal du dimanche. L'idée, c'est de donner la parole à celles et ceux qui connaissent et subissent la réalité de l'extrême droite. Et donc, si vous vous souvenez, à Strasbourg, nous avions accueilli une verte polonaise dont le discours avait été
extrêmement marquant et qui racontait la réalité de l'impact de l'extrême droite au pouvoir sur les droits des femmes, évidemment, ou sur ceux des LGBT. Nous organisons un webinaire mardi soir public avec Cécile Alduy, avec cette verte polonaise, avec Marine Tondelier, qui est élue d'opposition à Hénin-Beaumont. On va multiplier comme ça les témoignages et les mobilisations. Je salue en particulier la mobilisation de Pauline Rapilly-Ferniaud, militante écologiste, élue écologiste d'opposition, militante du collectif Ibiza, qui, en se faisant traîner au sol pour être sortie d'une conférence de presse, finalement démontre très concrètement à quel point cette candidate d'extrême droite, même ripollinée en dédiabolisée, ne supporte pas tout simplement la liberté d'expression. Pour nous, clairement, ce n'est pas du tout pareil de s'opposer et de combattre un démocrate pour son inaction climatique, par exemple, que de reprendre le pouvoir une fois qu'on a donné les clés de la Ve République, en particulier à l'extrême droite. Et donc voter Macron, c'est pas simple, évidemment, en particulier quand vous êtes écologiste. Et il ne nous aide pas. On ne dira rien de sa campagne. Nous ne lui demandons rien. C'est pas pour nous, c'est pas pour lui, évidemment, qu'on appelle à voter Macron pour faire battre Marine Le Pen. C'est pour nos libertés. C'est parce que nous sommes des démocrates, parce qu'on aime notre pays et parce que notre devoir, c'est de faire en sorte de faire battre Marine Le Pen. Elle ne doit pas passer. Alors après le 24 avril, dans tous les cas de figure, il y aura un troisième tour et l'écologie doit être présent à l'Assemblée. Le troisième tour de la présidentielle, c'est évidemment les législatives. Il n'est pas possible de se projeter dans une nouvelle élection sans tirer les leçons, le bilan de celle qui vient de s'écouler. C'est un échec lourd, c'est une immense déception et nous n'avons pas, clairement, réussi à imposer nos thèmes, l'écologie en particulier, le climat, la justice sociale, au centre des débats. Et même quand survient la crise et le retour de la guerre en Ukraine, en Europe, il y avait certainement une possibilité de développer à quel point la réponse solidaire, la cohésion de l'Europe et le renforcement du projet européen était une réponse à l'impérialisme russe. Il y avait certainement, et nous allons le découvrir dans les semaines et les mois qui viennent, une réponse sur la transition écologique et le fait de sortir de la dépendance aux hydrocarbures russes est un moyen de créer à la fois une solution pour le climat et pour la paix. Et pourtant, nous n'avons pas réussi. Certainement, on a manqué d'une stratégie claire, on a échoué à projeter un idéal et les solutions écologistes, alors même que sur le terrain, dans les mairies, eh bien, nous appliquons les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et nous réalisons ce pourquoi nous avons été élus. Et puis évidemment, donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cet échec. Et puis évidemment, un vote tactique dans la toute dernière ligne droite d'une grande partie de l'électorat qui s'est focalisé sur 3 pôles et nous n'étions pas dedans. Voilà. Je dis bien un vote tactique sur 3 pôles, parce qu'on a beaucoup parlé du vote tactique à gauche, mais finalement il y a eu également un vote tactique à l'extrême droite et peut-être en retour un vote tactique en soutien au président candidat. Nous ne sommes pas apparus comme une alternative suffisamment claire. Ça aurait pu être différent. Le potentiel électoral, je crois, est toujours aussi important. Tout ne dépend pas d'éléments indépendants de notre volonté. Je crois que c'est vraiment important qu'avant de se projeter dans une nouvelle élection, nous assumions cet échec collectif. On m'a souvent dit que la présidentielle, ce n'était pas notre élection. Eh bien, ça doit le devenir. Et pour que ça le devienne, eh bien, nous devons tirer les leçons de cet échec. Et c'est pour ça que j'ai demandé, on aura évidemment l'occasion d'y revenir en profondeur, avec le mouvement, avec les adhérents et les adhérentes, les militants et les militantes. Mais j'ai demandé d'ores et déjà à l'équipe de campagne de préparer ce bilan, ces doléances presque, pour que nous puissions en tirer toutes les conséquences. Et donc ajuster, modifier en profondeur notre organisation, parce que je pense que c'est nécessaire, et y compris revoir notre projet pour qu'on puisse véritablement entrer en résonance avec les attentes de la population. Cet échec, il est aussi lourd de conséquences d'un point de vue financier. Nous l'avons dit d'emblée dimanche soir, le fait de ne pas atteindre 5% nous prive d'un remboursement d'environ 5 millions d'euros. Ça, c'est en net pour aller très vite. C'est pour ça que nous avons appelé immédiatement à une souscription et la création du site soutenirlécologie.fr pour être parfaitement
transparent, et comme il s'agit aussi d'argent public, les dépenses, nous avons pu les freiner dans la dernière ligne droite par prévention, par précaution. On est évidemment toujours en train de consolider les comptes, mais on est aux alentours d'un petit peu plus de 6 millions d'euros pour cette campagne présidentielle, ce qui n'est pas, ce qui peut représenter beaucoup d'argent évidemment, mais à l'échelle d'une campagne présidentielle, ça n'est pas une campagne exubérante, hein. Les autres campagnes sont à plus de 10 millions d'euros. Ça n'est pas non plus une campagne à l'économie parce que nous voulions mettre en place les moyens pour faire campagne. Des dépenses un peu supérieures à 6 millions d'euros, des recettes aux alentours d'1 million, entre la dotation de l'État et un peu plus de 200 000 euros collectés pendant la campagne de dons, avant le premier tour, ce qui nous amène à une ardoise, à un déficit de plus de 5 millions d'euros. Et en particulier, nous avions lancé un appel urgent parce que nous avons besoin de collecter 2 millions d'euros dans les 5 prochaines semaines pour pouvoir aborder les discussions difficiles avec notre créancier. Je suis très heureux d'annoncer que nous avons déjà collecté plus d'1,2 million d'euros, 1,230 000, 1 230 000 euros. C'est un immense soulagement, c'est un immense effort de solidarité. Je sais qu'il vient d'ailleurs, bien sûr, des adhérents, des adhérentes, des élus qui ont augmenté leur cotisation, de la campagne aussi, évidemment, mais peut-être aussi et surtout de personnes qui ont voté, qui ont voulu faire un vote tactique dans la toute dernière ligne droite, et après le vote utile, le chèque utile. On sent cette solidarité qui s'exprime. J'ai pu voter différemment, mais je tiens à ce que l'écologie survive et fleurisse à nouveau dans le pays. C'est la plus grande collecte en une semaine de l'histoire de l'écologie politique. 1,230 millions. C'est un peu plus de 20 000 dons. Et en fait, une moyenne un peu plus de 50 euros qui masque de très grandes disparités. On a un don, c'est la première fois de notre histoire, nous avons enfin un don à 7 499 euros. Vous savez que le plafond est à 7 500. C'est la première fois. Nous n'avons jamais été confrontés à ce plafond, contrairement à d'autres partis politiques. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons une multitude de dons à 3 euros, puisque les électeurs et les électrices ne s'y sont pas trompés. Si chaque électeur, électrice de Yannick Jadot fait un don de 2 à 3 euros, eh bien, nous sommes tirés d'affaire. Et donc cette collecte doit continuer, évidemment, mais il nous semble important, encore une fois, parce que c'est une question de transparence. Nous avons été les seuls dans la campagne présidentielle à faire la transparence sur les recettes et les dépenses. Nous avons été les seuls, je crois, à non pas promettre d'appliquer, mais à appliquer les recommandations de Transparency et Anticor. Et donc c'est tout à fait normal que je réponde à vos questions en détail sur le sujet, même si, et je le redirai, notre mobilisation dans cet entre-deux tours, c'est évidemment et d'abord et en priorité et quasi uniquement de faire battre l'extrême droite. Cette campagne de souscription, elle continue, puisque nous sommes très loin d'être tirés d'affaire. C'est bien 2 millions que nous devons collecter en 5 semaines, mais c'est bien 5 millions que nous devrons rembourser de toute manière à nos créanciers. Et donc le site soutenirlécologie.fr est évidemment toujours ouvert. Et enfin, un rapide mot sur les législatives, et après, évidemment, je répondrai à toutes vos questions. Nous avions provisionné, pour faire la transition habile sur les questions de finances aux législatives, nous avons provisionné la participation aux législatives, donc cette présence des écologistes n'est pas mise en danger par la situation financière. Mais de toute manière, il faut acter ce qui s'est passé dimanche. La gauche et les écologistes enregistrent un nouvel échec. Et c'est finalement une terrible et triste redite de 2017, à la fois parce que, principalement, c'est l'extrême droite qui se retrouve au second tour, et cette fois-ci aux portes du pouvoir, mais aussi parce que la gauche et les écologistes ont échoué d'une manière ou d'une autre, pour le regarder dans tous les sens. C'est un échec à se qualifier pour le second tour. Et donc je pense qu'on doit... au-delà de la stratégie de campagne de chacun et chacune, s'interroger sur les méthodes des différents partis pour se rassembler. Ça ne fonctionne pas, clairement. Moi, je me suis engagé à la politique chez les écologistes après un long chemin dans des collectifs thématiques qui rassemblaient très largement au-delà de toutes les étiquettes, sans avoir aucun regard pour les étiquettes partisanes,
dans un objectif précis. Ça pouvait être le logement, ça pouvait être les transports, ça pouvait être évidemment les droits des femmes ou les questions d'écologie, de biodiversité. Et quand vous vous battez pour protéger la zone de Notre-Dame-des-Landes, vous ne regardez pas les étiquettes. Vous organisez le collectif dans un objectif bien précis et vous mettez les moyens pour organiser l'entente. C'est toute proportion gardée ce que j'ai réussi à faire en tant que tête de liste aux élections régionales en Île-de-France, après la compétition du premier tour, organiser le rassemblement comme il se doit pour le bref entre deux tours, trop bref évidemment pour que la dynamique puisse imprimer. Mais là encore, il ne s'agissait pas de demander à quiconque de se renier ou d'abandonner son projet, mais bien de construire ensemble une deuxième étape de ce mouvement. Et donc on doit, je crois, tirer les leçons. Pour notre part, nous proposons une nouvelle démarche. Alors il se trouve qu'entre le moment où on a proposé cette conférence de presse et aujourd'hui, un échange de courriers s'est produit entre la France Insoumise et nous. Peut-être en avez-vous entendu parler. Nous avons écrit hier à la France Insoumise pour leur proposer une nouvelle démarche. À minima, un pacte de non-concurrence, de non-agression, éventuellement travailler à un socle commun de propositions que nous pouvons porter ensemble à l'Assemblée nationale, soit en opposition, mais pour être beaucoup plus nombreux, soit même pour envisager une coalition majoritaire à l'Assemblée. L'enjeu, c'est de tenir compte évidemment du résultat de dimanche. Je pense que ne pas tenir compte du résultat de dimanche ne serait pas réaliste, évidemment. L'enjeu, c'est aussi tenir compte des scrutins intermédiaires qui ont eu lieu et de l'implantation locale. Et donc, à la fois un pacte de non-concurrence qui peut déboucher sur, pourquoi pas, si les discussions s'y prêtent, un socle de quelques mesures phares sur l'environnement, sur la justice sociale, sur la démocratie. C'est tout ce dont notre pays a besoin. Et à la fois une proposition de proportionnelle pondérée. Nous sommes attachés à la proportionnelle et au refus du présidentialisme. Et donc une proportionnelle pondérée, lissée, qui prend en compte les scrutins intermédiaires comme les élections régionales ou européennes. Et ce n'est pas un hasard que cette proposition, cette solution, j'espère que c'en est une, nous a été soufflée par une personne complètement en dehors des partis politiques. C'est bien souvent en prenant appui sur des initiatives en dehors de partis politiques ou de la société civile qu'on peut trouver des solutions. Alors, entre-temps, donc, nous avons reçu un courrier de la France Insoumise. On peut le lire de différentes manières. Je préfère le lire comme une ouverture de dialogue. Je crois que l'enjeu, à grand pouvoir, grande responsabilité, eh bien, la France Insoumise, après son score de dimanche, a une grande responsabilité. Le Parti socialiste, jamais dans l'histoire, n'avait demandé à ses partenaires de se renier, de se soumettre, ou de disparaître, ou d'aborder ou d'adopter l'entièreté de son projet. Nous, évidemment, non plus. Notre responsabilité, c'est d'engager le dialogue. Et donc, évidemment, nous répondons favorablement à la proposition de discussion de la France Insoumise. Nous l'avions proposée nous-mêmes hier pour engager une discussion. On peut discuter de tout et on ne pourra pas supporter des injonctions. L'écologie ne s'effacera pas, elle sera de toute manière présente dans ce troisième tour de la présidentielle que sont les législatives. Mais je crois que vraiment, c'est tout l'enjeu de ne pas, ou plutôt de tirer des leçons de ce qui s'est passé en 2017. La France Insoumise, en tant que principale force à gauche, c'est à nouveau le cas, a le choix. Finalement, asseoir une domination à gauche, au risque de ne pas être utile pour le pays dans les 5 ans qui viennent, ou construire un axe de résistance et même d'alternance pour le pays. Et ça commence évidemment à l'Assemblée. Voilà pour le point d'étape. Et je le redis, évidemment, pour nous, la priorité dans les jours qui viennent, c'est cette mobilisation contre l'extrême droite. Elle a commencé ces jours-ci et on croit beaucoup à la force du pair à pair, c'est-à-dire le fait que des personnes directement exposées à la brutalité de l'extrême droite, comme Marine Tondelier, qui doit être dans la salle, je crois, qui est élue d'opposition à Hénin-Beaumont, bien sûr, ou Thierry Antoine, qui est militant écologiste à Béziers, leurs témoignages, ainsi que celles des Verts polonais ou des personnes qui ont pu documenter les profondes régressions de droit en Hongrie, sont les mieux à même de s'adresser aux électeurs et aux électrices qui aujourd'hui hésitent, et on peut comprendre,
hésitent à aller voter, non pas blanc, mais hésitent à aller voter. Et l'enjeu, c'est de ne pas s'abstenir, c'est d'aller faire battre Marine Le Pen. Merci à vous. Et je suis disponible pour toute question, évidemment. Est-ce que vous aimez votre nouveau candidat écolo, qui est Emmanuel Macron? Ah oui, c'est compliqué de répondre parce que vraiment, comment dire, nous ne lui demandons rien. Voilà. Nous ne lui faisons pas confiance. Nous l'avons dit dès dimanche soir, l'appel à voter contre l'extrême droite nécessite d'en passer par le bulletin Macron. C'est pas de gaieté de cœur et ça vaut ni quitus ni soutien. Donc j'ai vu que dès le lendemain, il avait dit merci pour le soutien. Je ne vais pas rentrer dans la bisbille. On a malheureusement trop peu de temps. On ne lui demande même pas de gage. Voilà, je pense que finalement, c'est un outil, le seul dont nous disposons dans les 10 jours qui viennent, pour, je le redis, protéger notre démocratie. C'est vraiment pas anodin. Et j'alerte en particulier les personnes qui pensent qu'on n'a pas essayé. Si, ce pays a déjà essayé l'extrême droite, malheureusement, ou qui pensent que peut-être ça nous ferait du bien, ou que, eh bien, après tout, ça secourait un peu la situation. Face à un démocrate, vous pouvez peser et vous pouvez reprendre le pouvoir. C'est tout à fait différent de donner les clés, en particulier de la Ve République. Le président de la République française a plus de pouvoir que le président américain. Le président de la République française peut, et avec une majorité à l'Assemblée, déplacer, retarder les élections, à vos souhaits. Le président américain ne peut pas. Le président français peut, sans débat, engager l'armée. Le président américain ne peut pas. Et donc vraiment, j'appelle chacune à mesurer ce que ça veut dire que de donner les clés de la Ve République, dont nous combattons l'excès de pouvoir qu'elle confère au président, de la donner à l'extrême droite. Donc je ne vais pas développer sur Macron l'écologiste. C'est le seul président qui a été condamné 2 fois par sa justice pour inaction climatique. Et c'est bien pour ça que nous souhaitons peser à l'Assemblée. C'est aussi ce qu'il a manqué dans un quinquennat d'Emmanuel Macron cette fois-ci. Nous, l'écologie, on dit qu'elle prospère par la prise de conscience individuelle, par l'action collective, y compris la désobéissance civile, par l'action dans les institutions. Dans ce quinquennat, il y a eu une prise de conscience individuelle, évidemment. Il y a une action collective immense, de L214 à Greenpeace. Il a manqué aussi un groupe écologiste à l'Assemblée pour pouvoir s'opposer et proposer. Vous parlez des législatives avec la France Insoumise, d'ailleurs il y a plusieurs communautés qui ont été diffusées. La France Insoumise, pour le moment, ne parle pas vraiment, c'est entre deux tours, des messages de Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, et depuis on ne l'entend plus. Est-ce que vous attendez qu'ils prennent la parole et qu'ils peut-être ils appellent leurs électeurs à ne pas faire juste pas une voix au Rassemblement national, mais aller plus loin comme vous le faites vous-même, avec cette inquiétude d'un deuxième tour où Marine Le Pen pourrait passer. En gros, ma question, c'est est-ce que vous trouvez que la gauche fait suffisamment, je pense, entre deux tours pour lutter contre cette potentielle victoire? Oui, nous insistons sur le fait que s'abstenir n'est pas une option, bien sûr. Il faut faire battre Marine Le Pen. Et si vous avez un corps électoral de 2 personnes, avec une personne d'extrême droite et l'autre qui s'abstient, on comprend que l'abstention n'est pas une option. J'ai vu rapidement un billet de blog de Jean-Luc Mélenchon qui posait déjà les bases et qui expliquait que les deux n'étaient pas comparables. Et je crois que chacune fait ce chemin. J'ai moi-même des amis qui, avant la perspective que ce nouveau second tour ou cette répétition se produise, disaient non mais là c'est plus possible. Et qui depuis dimanche font ce chemin et évidemment à nouveau ni de gaieté de cœur, ni quitus, ni soutien, mais font ce chemin. Et donc moi j'ai bon espoir et c'est ce à quoi on va s'employer. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de pair à pair, sur le fait que c'est cette chemin qui permettent de faire bouger les esprits. Je mesure vraiment, en tant que responsable politique, le fait, et en particulier écologiste, le fait que ce que je dis produise un effet modeste sur la population. Les consignes, les injonctions ont un effet certainement modeste.
alors que la notion de pair à pair, le fait d'expérimenter, le fait de ressentir la chaleur et la douleur d'un témoignage de ces vertes polonaises ou de ces verts hongrois ou de ces personnes qui s'opposent et résistent à la brutalité dans les municipalités d'extrême droite, je crois peut avoir un impact beaucoup plus fort. Et donc c'est là-dessus qu'on compte. Et certainement que dans la dernière semaine de cet entre-deux tours, chacune aura à dire plus et plus précis que ce qu'ils ont pu dire jusqu'ici. Je pense que ça sera l'occasion dans la fin de l'entre-deux tours. Oui. Sur les législatives, vous avez parlé de votre nouvelle méthode que vous avez proposée à la France Insoumise de non-concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire pour un parti comme le vôtre qui n'a quasiment pas de sortant à défendre à l'Assemblée nationale? C'est quoi concrètement? Et vous avez dit que le courrier Emmanuel Bompard que vous avez reçu, c'est un peu le chemin pour une ouverture. C'est soit la responsabilité de rassembler, d'avoir plus de députés de gauche à l'Assemblée, soit de la force, la domination. Est-ce que le courrier que vous avez reçu ce matin va plutôt dans un sens que dans l'autre? Alors ça fait deux questions. Nous n'avons pas de sortants et sortantes. Par contre, nous avons des partenaires dans le pôle écologiste qui en ont. Et donc, l'enjeu pour ce pacte de non-concurrence, mais qui pourrait aussi d'ailleurs déboucher en vrai sur des propositions phares, je ne vais pas en citer quelques-unes, mais je sais qu'on peut se retrouver sur des enjeux sur l'environnement, sur le climat, sur la justice sociale, sur la fiscalité plus redistributive, sur les services publics, sur les droits des femmes, ou sur des aspects de approfondissement démocratique de notre société, nécessite, si pacte de non-concurrence ou si accord, nécessite une clé de répartition qui fasse que nous ne nous présentions pas les uns contre les autres au risque de nous neutraliser. Et donc l'enjeu, c'est comment on construit ça. Et donc il y a quelques outils, et je mentionnais donc l'idée d'une proportionnelle qui prenne à la fois en compte le résultat de dimanche, c'est évident, c'est bien normal, et des résultats comme ceux des régionales ou des élections européennes, pour aussi prendre en compte finalement un ancrage local, et puis aussi ne pas s'éterniser dans la prise en compte ou la délibération sur le vote tactique qu'il y a pu avoir, et combien, et ceci et cela. Et donc, et par ailleurs, ça a été soufflé, je trouvais que c'était intéressant que ça ait été soufflé par un observateur de la vie politique qui n'est pas du tout membre d'un des différents partis politiques, et qui a proposé ça pour sortir de la redite stérile de 2017. Donc vraiment, l'enjeu, pour le coup, je le redis, pour nous d'abord en premier lieu, mais pour tout le monde, je pense, humilité et collectif, et tirer les leçons de ce qui a pu ne pas marcher en 2017. Et donc c'est vrai que, pour faire la suite à votre question, c'est la France Insoumise qui est devant ce choix. En 2017, c'était circuler rien à voir, hors de question de discuter avec qui que ce soit, c'est le programme de la France Insoumise, et ça ne changera pas. Je veux voir dans le courrier d'hier la porte à deux options, soit de la pure communication, bon, voilà. On dit qu'on discute, mais finalement ça ne bougera pas, et les conditions posées sont non négociables, et donc finalement c'est poser les conditions du refus, tout simplement, soit une réelle ouverture et la prise en compte de ce que, en 2017, la France Insoumise a malheureusement traduit l'élan populaire de quasi 20% à la présidentielle en 2,5% des députés. Et que donc elle s'est elle-même empêchée d'être utile pour le pays. Et donc là, tout l'enjeu, c'est séparément, personne n'arrivera à construire un axe de résistance et d'alternance pour le pays, ensemble, soit en non-concurrence, soit carrément sur un socle programmatique conjoint. Eh bien, il est possible de construire quelque chose à l'Assemblée et dans le pays. Juste pour prolonger cette question, pardon. Le courrier de ce matin, alors pas seulement vous, puisqu'il est adressé à plusieurs formations politiques, mais vous accuse aussi d'avoir multiplié les attaques, vous demande presque, en gros, des excuses avant de commencer à travailler. Est-ce que vraiment on peut interpréter ce courrier comme une ouverture de dialogue? Oui, en fait, si, mais c'est parce que justement, par rapport à 2017, il y a un progrès notable. Évidemment, si je m'attache aux mots et que finalement il faut en passer par pénitence ou autre, dans ce cas-là, il n'y a pas de dialogue. Dans le courrier que j'ai envoyé, il n'y avait pas ces éléments.
nouvelle élection et passons à la suite. Nous ne retirons pas grand-chose de ce que nous avons dit pendant la campagne présidentielle. Et je pense que le temps, en particulier dans cet entre-deux tours et quand l'extrême droite menace, n'est pas à dire vous avez dit ça, oui mais Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était une bêtise d'armer la résistance ukrainienne. Bon voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Et par ailleurs, on est bien conscient et consciente que c'est aussi la compétition électorale et le présidentialisme qui fait que les mots ont peut-être été plus irritants, urticants que nécessaires. Nous verrons. Moi, je disais dans mon message, discutons. Et nous discuterons et nous verrons si, à nouveau, c'est une simple opération de communication pour faire comme en 2017, mais mieux habillé. Et donc, malheureusement, condamner la gauche et les écologistes, dont LFI, enfin la gauche dont LFI et les écologistes à finalement l'impuissance, ou si c'est quand même une amorce de discussion, d'ouverture. On verra. Et on vous dira. Bonjour, quelques questions justement sur ces discussions. Vous êtes favorable à la discussion. Est-ce que ça doit avoir lieu avant le second tour de l'élection présidentielle? Si ce résultat s'avère que c'est Marine Le Pen qui présente, est-ce que ça change la dynamique de discussion? Par ailleurs, pour l'instant, le PS n'est pas inclus par cette ouverture au dialogue. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait l'ensemble des forces de gauche dans ces discussions, ou il faut que ça se passe partie par partie entre LFI et chaque force de gauche? Alors, il faut que ça se prépare rapidement, qu'on puisse mesurer, comme on disait, si c'était uniquement une ouverture, communication, et puis on fermait, tant pis, comme ça, et chacun y va comme il le souhaite, ou si c'est l'amorce d'une construction. Et dans ce cas-là, ça démarre ces jours-ci, et on voit quand est-ce que ça conclut, si ça conclut. Si l'extrême droite, et je me refuse pour l'instant à envisager cette hypothèse, passait, évidemment qu'on basculerait dans une toute autre dimension, dans la société et dans les institutions. Et que donc là, il faudrait organiser quelque chose de tout à fait différent. Je pense qu'on devra en discuter avant ce second tour, mais je ne discuterai pas ici en conférence de presse. Sur l'ouverture, donc si je me place uniquement dans le scénario où l'extrême droite est battue, dans tous les cas, pour nous, il s'agit d'une discussion large. Ma lettre envoyée hier à la France Insoumise est adressée à la France Insoumise et aux partenaires potentiels. Et cette logique justement de parler de pacte de non-concurrence, mais qui peut déboucher sur un socle programmatique et de proportionnel pondéré, c'est aussi un moyen de permettre à différentes forces de rentrer dans cette aventure. À ce stade, il nous a semblé, avec Léa Balaj-Elmariki et Hélène Hardy, les deux délégués aux élections, que le respect du vote de dimanche commençait par discuter ou proposer de discuter avec la France Insoumise. Ce n'est pas un manque de respect à l'égard des autres partenaires, c'est simplement une reconnaissance du résultat de dimanche. Pardon, c'est ce que je pensais avoir dit. Pour nous, c'est ouvert à tout le monde. Je vois Hélène Hardy qui est là, qui me dit oui. Léa Balaj-Elmariki qui est là. Mais vraiment, la reconnaissance du scrutin de dimanche, c'était de commencer par la France Insoumise, y compris d'ailleurs parce que finalement, c'est à eux que revient la question de leur choix et de leur attitude, reproduire 2017 ou non, et dans ce cas-là, ensuite, s'adresser eux-mêmes aux partenaires qui le souhaitent. Mais pour nous, c'est tout évidemment le camp de la gauche et des écologistes qui est concerné. Pas encore. On les a eu au téléphone. Non mais voilà, mais on leur a dit, c'est normal. Enfin, je pense que tout le monde comprend qu'après le score de dimanche, c'est à la France Insoumise que la question est posée en priorité. Pour revenir sur les mots urticants durant la campagne, est-ce que quand même vous ne regrettez pas que ce soit allé aussi loin et qu'aujourd'hui ça donne ces relations peut-être pas forcément faciles avec la France Insoumise? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur stratégique finalement de Yannick Jadot de taper aussi sur ce genre de choses? Je crois que les mots ont été des deux côtés. Hein. Et qu'il ne faut pas faire semblant de masquer des désaccords profonds. Profonds sur l'attitude à l'égard de la Russie, des sanctions à l'égard de la Russie, sur la reconnaissance ou non de l'annexion de la Crimée.
Et puis sur le pouvoir d'influence construit par le Kremlin en Europe et en particulier dans le pays, en France. Donc nous, on considère que quelque part, ça illustre le besoin d'une Europe renforcée, et notamment d'une défense européenne. Et que moi, je peux entendre que il y a quelques mois, on nous disait que c'était une utopie, ou que c'était pas très sérieux, ou que c'était peu concret, bien sûr. Nous dire aujourd'hui que c'est ou en pleine guerre, que c'est parfaitement accessoire ou inutile ou une bêtise, oui, là, je suis en désaccord. Et je ne vais pas changer parce qu'une nouvelle élection se profile. Donc, qu'il y a voilà, soit un pacte de non-concurrence, soit un accord programmatique sur une base qui concerne l'Assemblée, parce que c'est vrai que ces désaccords concernent finalement fortement la politique étrangère, européenne et diplomatique. Mais non, il y a des désaccords. Et en fait, quelqu'un me disait, on ne fait des accords qu'avec des gens avec qui on est en désaccord. Sinon, on serait dans le même mouvement. Donc c'est un fait. Et effectivement, 2008, Géorgie, 2014, le Donbass, 2022, c'est un fait. Les écologistes et la France insoumise ne sont pas d'accord sur la politique à mener à l'égard de la Russie. Et ça s'est traduit dans de nombreux votes au Parlement européen. Mais d'ailleurs, c'est précisément pour ça qu'au Parlement européen, ils étaient dans des groupes différents. Non, après... Oui, mais je le redis, il y a aussi une part de compétition électorale et de présidentialisme qui a eu tendance à exacerber la situation. De la même manière que je n'imagine pas que Jean-Luc Mélenchon, quand il faisait une matinale, ou Yannick Jadot, quand il faisait une matinale, arrivait avec comme priorité de dire le camp d'en face ou les copains ou les copines ont tort, mais c'était aussi la compétition électorale et les questions qui portaient principalement là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Eh bien, merci beaucoup. On présentera, je crois, Marine Tondelier me disait, mardi, les développements de cette campagne express d'entre-deux tours sur la mobilisation contre l'extrême droite, des différents spaces, un webinaire, des visuels, et ces témoignages, donc très précis, presque vivants, de ce que c'est la réalité de l'extrême droite dans les villes, dans les municipalités d'extrême droite ou dans les pays où malheureusement l'extrême droite a pris le pouvoir et où on constate que c'est si difficile de les endéologer. Merci à vous.